il y a cette phrase célèbre qu'il dit à un de ses amis, je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va couiner. Alors on voit des forces sociales, les élites, une grande partie des élites qui abondent aux idées et soutiennent. Alors parfois, il ne faut pas se tromper, résistent face au nazisme un petit peu parce que c'est pas dans leur style, alors qu'ils ont les mêmes idées. Hein. Bon, ça c'est bien dit dans le livre. Dernier portrait de ces irresponsables, avant qu'on passe à des questions sur la question de la comparaison avec aujourd'hui. Von Papen, Franz von Papen, hein, le dernier j'ai envie de dire, de ces médiocres, qui, une fois que Brüning tombe en désuétude, enfin pas en désuétude, mais n'a plus l'air en disgrâce, pardon, prend le pouvoir et il porte une responsabilité énorme dans la mise d'Hitler au pouvoir, ce von Papen. Dans cette dernière galerie des portraits, on laissera Hugenberg, le patron de presse, pour la lecture du livre. J'ai choisi de ne pas l'évoquer. Mais ce von Papen, encore une fois, quelle est sa stratégie et on peut le dire, quel est son échec ? Alors, j'ai accordé beaucoup de crédit pour le coup et beaucoup d'intérêt à l'expérience von Papen, qui est généralement évacuée en 2 lignes dans les manuels quand on parle de cette période, parce que il y avait tout autour de lui un consortium libéral autoritaire, composé de banquiers, composé d'industriels, composé de grands propriétaires terriens, de militaires, de journalistes, d'universitaires, etc., qui avait une vraie vision pour l'Allemagne. Et une vision de long terme. On voit Papen comme un intermède, mais c'est pas du tout comme ça qu'il se comprend. D'ailleurs, Schleicher, qui tire les ficelles depuis 1930, de son poste de numéro 2 en fait, du ministère de la Guerre, Schleicher s'est trompé lorsqu'il a cru pouvoir nommer un homme de paille. Il le méprisait, il parlait de lui avec beaucoup de condescendance, mais Papen ne s'est pas laissé faire. Et autour de lui, on a des idéologues qui font partie de son cabinet, Edgar Jung en fait partie, mais d'autres également. Et j'ai lu leur littérature, parce que ces gens-là écrivent, à l'été 32, à l'automne 32, ils décrivent les principes de leur politique, économique, sociale, internationale, et leur vision pour l'Allemagne à long terme. Ce qui est fascinant, et là aussi les interpellations contemporaines sont criantes, c'est que ces gens-là, autour de Papen, se considèrent comme étant les meilleurs. Ils sont appelés à gouverner par décret de la nature et décret de la société. Ils sont bien nés, ils ont fréquenté des bonnes écoles, ils ont fait de beaux mariages, ils sont riches. Ils se considèrent comme libéraux autoritaires, puisqu'ils sont libéraux d'un point de vue économique, mais autoritaires d'un point de vue politique. Ils sont assez peu démocrates. Et ils se considèrent très éclairés du point de vue économique, puisqu'ils vont rompre avec la déflation de Brüning et promouvoir une politique de l'offre. Là aussi, écho contemporain assez strident, dans la mesure où, dès le début de septembre 1932, il y a une série d'ordonnances qui vont donner des subventions massives aux entreprises, des crédits d'impôt, pour relancer la machine économique, non pas par la demande, ce qui serait une démarche keynésienne, c'est-à-dire donner de l'argent aux consommateurs, mais par l'offre, c'est-à-dire donner de l'argent aux entrepreneurs, et par ailleurs déréguler massivement d'un point de vue social pour permettre le licenciement, l'embauche, etc. Bref, des choses qu'on connaît très bien dans le monde beaucoup plus contemporain. Ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là, d'ailleurs, se défendent en disant nous ne sommes pas que le gouvernement des riches, la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. Enfin, là aussi, des slogans que l'on a pu entendre. Il faut les prendre au sérieux parce qu'ils pensent pouvoir durer longtemps. Et lorsque ils dissolvent le 4 juin 1932, ce qui conduit aux élections du 31 juillet 1932, avec une défaite massive du socle électoral de von Papen, qui se réduit comme peau de chagrin, l'analyse qui est faite au gouvernement, et ce qui est fou, c'est que je lisais en temps réel, si tu veux, en août de cet été, ce qui se passait en août 32 en Allemagne, et l'analyse que fait Wilhelm von Geil, le ministre de l'Intérieur de Papen, qui dit voilà, nous avons 3 blocs. Nous avons les marxistes qui sont majoritaires, nous avons, ou quasi, nous avons les nationalistes qui ne veulent pas se rallier à nous, parce qu'ils veulent la chancellerie, et puis il y a nous, le bloc central, qui sommes les meilleurs, qui avons la meilleure politique, et qui devons tenir,
parce que notre politique va porter ses fruits. Donc en attendant, on ne va pas respecter le résultat des élections et on va se maintenir d'une manière ou d'une autre au pouvoir, en évitant bien évidemment tout danger de la gauche et en s'alliant autant que possible avec les nazis pour rester au pouvoir le temps que notre politique, qui est la meilleure, porte ses fruits et trouve sa traduction dans des gains électoraux. Là aussi, il y avait des échos quand même assez assourdissants, je trouve. Et il faut les prendre au sérieux parce que ce sont ces gens-là, et von Papen au premier chef, qui n'est pas d'une sagacité toujours exemplaire et qui décrit et apparaît aux contemporains comme étant quelqu'un de hautain, imbu de lui-même, assez bête et d'une fatuité et d'une vanité assez folle, ce qui peut là aussi évoquer des choses plus récentes. Eh bien, en se croyant le meilleur, il va décider de faire cette alliance avec l'extrême droite en étant tout à fait confiant sur le fait que c'est lui qui va gouverner. Il va donner la chancellerie à Hitler, dont acte, faisons-lui plaisir, ce petit moustachu hystérique qui cessera de nous embêter, mais le vice-chancelier, ce sera lui. Et bon, il y a cette phrase célèbre qu'il dit à un de ses amis, je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va couiner. Le pouvoir restera aux mains de son dépositaire naturel, qui est cette élite extrême centriste, je reprends le concept de Pierre Cernat, cette élite libérale autoritaire qui se croit appelée à gouverner l'Allemagne pour des décennies.